Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue et merci d'être avec nous. Je suis Antoine Allard, je suis le directeur de la communication et de l'animation éditoriale de Cap Digital et on est très heureux, très fiers de vous accueillir aujourd'hui pour ce second Tech for Good Tour, le Tech for Good Tour en Seine-Saint-Denis de l'année 2020. Pour rappel, on avait organisé le premier Tech for Good Tour l'année dernière, en 2019, et on était parti à la découverte de 6 tiers-lieux du département de la Seine-Saint-Denis. 6 tiers-lieux engagés dans le développement d'une innovation sociale, inclusive, durable. On avait fait le choix pour cette première édition du Tech for Good Tour d'être volontairement très, très englobant autour de cette dynamique, de ces enjeux de la Tech for Good. On était parti à la découverte de 6 lieux, donc la fabrique du métro, l'Envolée, Commune Image, les Arts Codés, la Station E et la Cité Fertile. Et cette année, on vous propose évidemment un Tech for Good Tour en 100% virtuel, mais surtout, on a souhaité resserrer la thématique Tech for Good autour de deux axes majeurs, l'économie circulaire et la résilience, deux axes qui sont au cœur de nos enjeux. Alors pourquoi avoir fait ce choix, un choix évidemment largement discuté et décidé avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, vous le comprenez, c'est la crise qui, encore une fois, a été un grand catalyseur et un grand révélateur des besoins et des enjeux de résilience, notamment pour les territoires. Mais aussi, puisque ce sont deux enseignements majeurs, l'économie circulaire et la résilience, qui sont remontés lors de la préparation de notre cartographie des tendances qu'on a travaillé chez Cap Digital durant tout le printemps 2020, donc autant vous dire au plus fort de la crise. Et ce sont deux thèmes, deux axes de développement de l'innovation qui ont été largement plébiscités par les adhérents de Cap Digital lors de la réalisation de cette cartographie des tendances. Et je précise, par des adhérents qui ne sont pas forcément spécialisés sur les enjeux de la ville durable. Ça peut être des adhérents dans le champ du retail, des technologies, de l'intelligence artificielle, de la data, etc. Donc, dans une vision très large de l'innovation numérique et durable, on a pu voir ces thématiques se placer de plus en plus au cœur de l'échiquier. C'est aussi l'économie circulaire et la résilience, l'une des grandes thématiques de notre consultation nationale Place de l'innovation urbaine que l'on mène actuellement chez Cap Digital avec le ministère de la Transition écologique et le CEREMA et qui est encore ouverte. Vous pouvez y participer. Et enfin, ces thématiques, économie circulaire et résilience, sont montées en puissance au cours des derniers mois et des dernières années sur la scène européenne, évidemment, avec le Green New Deal dont vous avez entendu parler. Et nous, chez Cap Digital, on travaille sur des appels à projets de soutien de projets innovants européens qui sont vraiment dédiés à ces sujets-là. Je pense notamment à l'appel à projet DigiCirc sur l'économie circulaire et qui s'intéresse notamment aux enjeux de la ville circulaire, mais également au projet Making City qui a rejoint des enjeux de résilience et de sobriété. Making City est un projet européen qui vise à aider les villes européennes à développer des quartiers dits à énergie positive, donc des quartiers qui produisent d'énergie plus qu'ils n'en consomment, et également le projet européen AI for Cities, qui là vise les grandes villes européennes à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone, leurs objectifs de la Convention sur le climat des accords de Paris, qui vise à atteindre la neutralité carbone en 2050, en s'appuyant notamment sur des technologies de pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà, donc vous le voyez, l'économie circulaire et la résilience sont vraiment au cœur de nos enjeux chez Cap Digital, sont des axes majeurs évidemment pour le département de la Seine-Saint-Denis, on va y revenir tout à l'heure, et je tenais au nom de toute l'équipe de Cap Digital à remercier le département de la Seine-Saint-Denis pour sa confiance et pour l'organisation à nos côtés de ce deuxième Tech for Good Tour en Seine-Saint-Denis.
Voilà. Avant de passer à une brève présentation de ce qu'est Cap Digital pour ceux qui ne le connaîtraient pas bien et du déroulé de la matinée, j'ai quelques petits détails techniques à vous donner. On est ensemble pour 2 heures. Vous aurez la possibilité de poser des questions à nos intervenants tout au long de la session. Et pour ça, on vous invite à utiliser l'onglet questions qui est à droite de votre écran. Je vois que l'onglet chat, lui, est déjà bien utilisé. Vous nous saluez et bonjour à tous une fois de plus. L'onglet chat, lui, on va le réserver pour le small talk, les petits échanges informels, les partages de liens, de ressources. Mais quand vous avez une question spécifique à adresser à nos intervenants, merci d'utiliser l'onglet questions dédié. C'est beaucoup plus simple pour qu'on puisse leur faire assurer le suivi et remonter les questions que vous avez à leur poser. Voilà ce que j'avais à vous dire en début de session. Notez également qu'un replay sera proposé, donc vous pourrez revoir le programme et tout le. Je ne sais pas qui est en train de passer les slides. Hop, je vais lui demander d'arrêter. Voilà. Et donc vous pourrez revoir la session de ce matin. Si vous n'avez pas le temps de rester avec nous jusqu'à la fin ou si vous arrivez en retard, vous pourrez donc revoir toute la présentation. Rapidement, vous présenter donc ce qu'est Cap Digital. Cap Digital est un pôle de compétitivité. On est une association non-profit qui a été créée il y a un peu plus de 14 ans maintenant. On travaille surtout les axes de développement de l'innovation numérique et durable, ou en tout cas pour la ville durable. On réunit aujourd'hui un petit peu plus de 1000 structures adhérentes, dont 850 PME et startups. On a donc une très forte représentation des petites entreprises innovantes au sein de Cap Digital, mais également un collège d'une petite centaine de grandes organisations privées, des ETI, des EPIC, 90 grands comptes sont membres de Cap Digital, 70 EEFR. Les EEFR, ce sont tous les établissements d'enseignement, de formation et de recherche, les laboratoires de recherche, les universités, les écoles, etc., qui sont très présents au sein de Cap Digital, et une dizaine de fonds d'investissement. On ne l'a pas mis ici, mais on a également au sein de Cap Digital de nombreuses collectivités territoriales qui nous ont rejoints. On organise chaque année un petit peu plus de 120 événements. C'était le cas en physique en 2019, ça sera le cas en virtuel en 2020. Et on est également les organisateurs d'un festival dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelait Futur en scène, rebaptisé Futures il y a quelques années, et qui a réuni un petit peu plus de 12 000 visiteurs lors de sa dernière édition en 2019. Bien sûr, nous n'avons pas pu faire d'édition en 2020. L'équipe de Cap Digital, c'est une quarantaine de collaborateurs, mais c'est surtout une équipe de 120 experts qui sont, pour une grande majorité d'entre eux, des experts académiques, mais nous avons aussi des experts sur la partie business qui accueillent, expertisent et labellisent les projets qui sont proposés par les adhérents de Cap Digital, notamment les projets innovants. Nous avons quelques experts de Cap Digital qui sont présents ici aujourd'hui. Je vois notamment Vincent Puig qui nous a salué dans le chat. Bonjour Vincent, typiquement Vincent, directeur de l'IRI, est un des experts de Cap Digital. Quelques chiffres clés et quelques chiffres clés sur nos grands catégories de services et actions proposées à nos adhérents. La première chose, le cœur historique de l'action de Cap Digital, c'est le soutien aux projets de R&D. On a reçu un petit peu plus de 3000 projets depuis la création du pôle en 2006 qui ont donc été expertisés par nos experts. La moitié d'entre eux, à peu près 1624 projets, ont reçu le label, c'est-à-dire le critère d'excellence de Cap Digital, et la moitié encore de ces projets ont pu accéder grâce à cette expertise et à cette labellisation à du financement public de projets innovants, que ce soit au niveau régional, national ou européen. La deuxième grande catégorie de services proposés à nos adhérents, c'est des services dits d'accélération. Donc là, on n'est plus à l'échelle du projet, mais à l'échelle de l'entreprise. Accélération pour les petites entreprises et les startups notamment. Voilà, quelques indicateurs. On a aujourd'hui 40% des entreprises du Next 40, donc l'indicateur créé par la French Tech pour qualifier les entreprises à plus fort potentiel de croissance. 40% de ces entreprises du Next 40 sont aujourd'hui membres de Cap Digital. Et en 2019, 1 milliard d'euros ont été levés par les entreprises de Cap Digital. Et 72% de ces entreprises qui ont levé en 2019 étaient passées au préalable par nos services d'accélération et ou de R&D. On n'a pas encore évidemment consolidé tous les chiffres 2020 puisque certaines levées vont encore avoir lieu d'ici la fin de l'année.
Et vous dire également que nous proposons également des services de transformation numérique qui là s'adressent plutôt aux grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées. On travaille notamment avec des territoires sur ces sujets de transformation numérique. Ça passe par du développement de projets innovants collaboratifs, par la collaboration avec des startups ou des laboratoires de recherche. C'est par exemple ce qu'on a fait avec la ville d'Antony sur la qualité de l'air, ou ce qu'on est en train de mener avec le département de la Seine-Saint-Denis sur les enjeux de végétalisation du territoire. C'est un peu plus d'une centaine de projets de ce type dits d'open innovation qui ont été menés par le pôle depuis 5 ans maintenant. Vous dire enfin, je l'évoquais tout à l'heure, qu'on connaît une belle montée en puissance depuis 2-3 ans maintenant sur la scène européenne. On a rejoint une quarantaine de projets européens, dont une douzaine sur la seule année 2019. Ça sera à peu près autant sur l'année 2020. On est l'un des premiers clusters européens à accéder au statut de core partner d'un EIT. Les EIT, ce sont des méta-clusters européens. Et là, en l'occurrence, il s'agit de l'EIT dédié à la santé, l'EIT Health. Et au total, on fédère et on anime un réseau de 230 structures partenaires de Cap Digital dans tous les pays européens, et notamment sur la scène européenne. Ce sont en fait ces 230 structures, celles avec lesquelles nous avons travaillé au sein des 40 projets européens cités juste avant. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction, en très brève introduction, sur ce qu'est Cap Digital. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Johanna Castel, responsable de la communauté et des projets villes durables chez Cap Digital, qui va vous présenter le déroulé de la matinée. Merci beaucoup Antoine, merci et bonjour à toutes et à tous. Alors on va démarrer par la présentation de 4 lieux basés sur le territoire de la Seine-Saint-Denis qui chacun portent des projets d'innovation autour de l'économie circulaire et de la résilience. Et on finira par une table ronde sur le sujet de la relance écologique et solidaire avec un très beau panel que je ne vais pas présenter parce que je souhaite laisser la parole très rapidement à notre premier lieu. Donc résilience, c'est le thème de la promotion actuelle de Design Act, qui est une école en agence fondée par l'agence Sagaise et l'école Strat. Donc, je donne la parole pour 20 minutes à leurs représentants, à commencer par Laure Ancel, sa directrice. Laure, c'est à vous. Je vais mettre un petit timer de 20 minutes pour qu'on puisse respecter les temps de présentation. 1 minute avant, je vous dirai que c'est bientôt la fin et vous avez la possibilité, tous les intervenants, de passer directement les slides depuis votre clavier. C'est à vous, Laure. Oui, bonjour Johanna, bonjour Antoine, merci pour cette invitation. Oui, je vais vous présenter Design Act. Mais avant, on aurait aimé vous faire visiter un petit peu nos locaux. Donc, on a préparé une petite vidéo, un petit montage de 30 secondes pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà, donc là, vous découvrez nos locaux au sein de la Manufacture Design qui ont été dessinés par l'agence Sagaise & Partners. Voilà. Ensuite, je vous invite à me lancer la présentation. Vous pouvez le passer directement, voilà, après, sur les... Ok. Oui. Super. Ok. Donc, je vais vous présenter Design Act. Design Act, c'est un cursus qui a 3 ans maintenant. Donc, un cursus de Strat École de Design qui a été co-créé avec l'agence Sagaise & Partners et qui a pour but de former des acteurs de l'innovation sociale. Et vous allez découvrir par nos projets plus tard en quoi nous sommes un acteur de la résilience du territoire au niveau de Saint-Ouen et du 93. Donc voilà, c'est un cursus post-diplôme. De 5 mois, nos étudiants les appellent acteurs. Ils sont en effet en autonomie. On a un fonctionnement en holacratie, c'est-à-dire que tout le monde est au même niveau. On utilise la méthode design, donc le design thinking, pour développer des projets d'innovation sociale pour le territoire. Alors, l'innovation sociale, pour revenir dessus, c'est un terme qui a été créé à peu près dans les années 2000, qui existe depuis les années 2000. La définition que j'ai retenue, c'est le fait d'agir sur nos manières de vivre, d'habiter, de travailler, d'appartenir à une communauté.
Et donc, nous, à Design Act, on accueille des acteurs de tous horizons, donc 12 personnes maximum, à la fois designers et non-designers. On privilégie la diversité des cursus et l'expérience. Les acteurs doivent partager une envie commune d'être engagés et de partager des expériences. Alors, notre modèle pédagogique, il est complètement atypique. On n'a pas de cours théoriques, tout est en mode projet. L'idée pour les acteurs, c'est de développer des projets concrets avec les acteurs du territoire et pas pour eux. Donc, les relier et les sortir des silos existants. Donc, on a un ancrage fort à Saint-Ouen et dans ses environs. En 3 ans d'existence, on a un écosystème qui grandit à chaque promo, qui est composé d'écoles, de partenaires privés, d'institutionnels. On travaille avec l'IRI notamment, ils sont assez présents dans nos rendus. On travaille beaucoup avec les acteurs locaux, associatifs et depuis quelques mois, énormément avec la mairie de Saint-Ouen. Alors, pour revenir sur le terme design, le design, ça vient du latin designare, qui veut dire dessiner, dans le sens, voilà, le dessin, mais aussi avoir un dessin EIN, c'est-à-dire au-delà de l'esthétique, d'être capable de concevoir et de pouvoir résoudre des problèmes dans tous les domaines. Avec une particularité, c'est qu'on met l'humain au centre. Et plus que de résoudre des problèmes, même on dirait plutôt se poser les bonnes questions. Alors, je vais détailler un petit peu la méthode, les 4 leviers du designer. Donc, comme je l'ai dit, c'est d'être centré sur l'humain, d'avoir une vision systémique, donc de comprendre et de savoir représenter la complexité, d'avoir cette posture créative qui est celle du non-jugement, d'être capable de rebondir sur les idées des autres. Et la culture du prototypage, bien sûr, c'est de pouvoir tester rapidement pour échouer rapidement, mais comme ça progresser étape par étape. Alors, effectivement, la spécificité de Design Act et son point fort, c'est le terrain. Tout au long des 5 mois, les 12 acteurs étudiants, donc là cette promo, ils sont 8, sont sur le terrain. Donc, au départ, ils ont un travail d'observation à faire pour trouver leur sujet. Donc, ils rencontrent les gens, ils les interrogent, ils doivent co-construire le projet avec eux. Ils doivent trouver des alliés pour développer le projet. Et par la suite, ils doivent le tester également sur le terrain. Alors, à Design Act, on développe plusieurs types de projets. Des projets partenaires, des projets bénévoles, mais le cœur du cursus, c'est un projet pro bono. Donc, pro bono, ça veut dire pour le bien commun. Il est développé en binôme, on mélange un designer avec un non-designer. Et il est suivi par un parrain de l'agence Sagaise. Donc, c'est un projet qui part d'une feuille blanche. Je vais vous en présenter 2 qui ont été réalisés par la promo 6. Leur thème fil rouge, c'était la culture au cœur de la transformation des territoires au service du lien social et du bien-être citoyen. Et leur parrain de promo était Alain Tulot. Alors, le premier projet, il s'appelle Design sa mère. Donc, leur proposition, c'était de créer un jeu de cartes à l'attention des jeunes des quartiers, parce qu'en fait, leur observation de départ, c'était ces jeunes qui traînaient au pied des cités sur des chaises quechua et en refaisant le monde, mais entre eux. Et donc, ce jeu inspiré du design thinking, c'est un jeu qui permet aux jeunes de mettre en action leurs idées, leur culture, et ils ont au final prototypé un musée des cultures des quartiers. Petite anecdote, ils ont effectivement testé ce jeu au lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen et c'était un test tout à fait remarquable et épique parce que les jeunes étaient très compliqués à gérer, mais ça s'est quand même très bien passé. Deuxième projet que je vous présente, c'est les Plus de Saint-Ouen. Donc là, les deux acteurs, actrices ou des collines ont observé que l'office de tourisme était un lieu
très peu fréquentés. Et ça les a interpellés par rapport à la diversité culturelle, à la vivacité des associations à Saint-Ouen. Et elles ont réfléchi à un dispositif pour amener les Odoniens, les touristes, mais aussi les salariés qui sont sur le territoire de Saint-Ouen à s'intéresser à la culture existante. Et ça s'est matérialisé par des sets de table. Voilà, le test a eu lieu dans des restaurants d'entreprise, au conseil régional notamment, au restaurant Le Yaya et dans d'autres restaurants. Je vais vous présenter également 2 partenaires privés qu'on a pu développer à Design Act. Ce premier projet pour Renault, donc ça c'est un projet qui a été fait en partenariat avec des étudiants de Strat. Donc c'était d'imaginer la valorisation d'un grand espace dans Paris pour en faire un lieu dédié à la mobilité de demain. Et un deuxième projet à Saint-Ouen, donc qui a été c'était un atelier de réflexion, de brainstorming pour imaginer le nouveau magasin concept Leroy Merlin, qui d'ailleurs s'est ouvert dans le quartier des Docks à Saint-Ouen. Et donc un travail qui a été effectué par les acteurs avec l'agence Sagaise. Je vais vous présenter également quelques projets bénévoles avant de passer la parole à Jean-Michel et Raphaël. Des projets tout récents, hein, tout frais, parce qu'on est actuellement en train de travailler avec la mairie de Saint-Ouen sur beaucoup de choses, notamment le premier, c'est la maison de quartier du Landy. Donc ça, c'est comment réduire la fracture numérique et comment réinvestir une salle informatique dans une maison de quartier. Donc là, ça passe par une étude du sujet, du thème et des enquêtes terrain. Ça, c'est très récent aussi, c'était l'animation d'un copil afin de permettre aux directeurs des services de s'approprier les feuilles de route des élus. Donc, créer de la cohésion d'équipe et puis réfléchir ensemble à quels sont les axes de travail à prendre en compte. Ça, c'était hier. C'est un atelier qu'on a fait avec des associations odoniennes, une première étape pour définir une cartographie des associations. Et voilà, c'était vraiment très, très bien, super. Les associations étaient enchantées de cet atelier. On a travaillé sur des personas. Et le dernier, ça c'est un projet qu'on va mettre en œuvre samedi. On accompagne la ville également sur ses assises de la sécurité. Donc après un premier questionnaire envoyé à des Odoniens, nous on est chargé d'animer des ateliers, pour le coup en visio, parce que c'était pas possible de le faire en présentiel. Donc samedi et samedi prochain, on anime ces ateliers en visio avec l'outil Miro, avec des habitants de la ville. Voilà, donc là je vais laisser la parole à Jean-Michel et Raphaël. Le thème de la promo en cours, c'est Prenons soin de nous. Et voilà, je les laisse enchaîner. Ça, c'est les portraits des acteurs. Merci Laure. Alors, Raphaël et moi, on va vous présenter notre projet pro bono, si possible. Ok. Alors, notre projet pro bono, on l'a intitulé Au rythme, etc. Il prend place sur la ville de Saint-Ouen et la thématique imposée, c'est « Prenons soin de nous ». Donc, on a une première phase où on a passé à peu près 2 mois avant le confinement en observation terrain, discussion avec des habitants et ce qu'on a pu, ou plutôt cette observation nous permet de constituer une sorte de base de connaissances, d'empathie et d'intuition sur la ville. Et le résultat de notre observation, de cette phase d'observation, c'est de qualifier la ville de Saint-Ouen de patchwork. Patchwork à plusieurs niveaux, au niveau des quartiers, où il y a vraiment entre des quartiers des ambiances complètement différentes,
des axes routiers qui font vraiment office de frontières physiques et une population riche de diversité, mais qui se mélange peu, soit à l'intérieur des quartiers, soit entre quartiers. Ce qui nous a interpellés, nous, c'est notamment les rythmes extrêmes, les différences de rythme entre les axes routiers importants qui sont très denses, bruyants, où il y a beaucoup d'activités, et les routes secondaires qui sont, de manière très brutale, extrêmement calmes. Entre les quartiers où il se passe peu ou pas grand-chose, et des quartiers extrêmement dynamiques où il y a une sorte d'effervescence liée à l'activité économique, liée aux grands axes routiers aussi. Et au niveau de la population, on constate qu'il y a des gens lents, d'une allure très lente, voire même immobiles, et à l'opposé, on voit des gens qui sont extrêmement actifs, extrêmement dynamiques, extrêmement pressés. Voilà. Et au final, lorsque on poursuit cette observation, ce qu'on constate, c'est que les gens qui sont plutôt lents, c'est des gens qui sont à la recherche d'interaction. Alors, interaction, ça peut être soit une discussion, soit regarder la vie passer, s'écouler. Et les gens qui sont avec une allure beaucoup plus rapide, ce qu'on constate, c'est que ils sont plutôt en recherche de moments de pause. Alors, soit à midi, soit sortir de son lieu de travail, soit s'asseoir sur un banc pour 5-10 minutes et ensuite repartir. Voilà. Et nous, notre vision, c'est ce qu'on voudrait, c'est que Saint-Ouen passe d'une ville patchwork à une ville patch. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saint-Ouen prenne soin de sa population en créant des points de rencontre où ces points de rencontre pourraient bénéficier des rythmes lents et des rythmes rapides. Les gens qui seraient plutôt lents en recherche d'interaction pourraient bénéficier des rythmes rapides, de la rapidité des autres, et ceux qui sont rapides pourraient bénéficier de la lenteur des gens plus lents. Et comment on envisage de faire ça? On envisage de faire ça à travers des îlots de temps, ce qu'on appelle des îlots de temps suspendus pour changer les rythmes, et ce sont des patchs qu'on appliquerait localement selon le besoin du quartier, de l'endroit où ces îlots sont implémentés. Alors, s'il y a besoin d'accélérer le quartier parce qu'il est plus lent, il y aurait des patchs bien spécifiques. S'il faut pouvoir décélérer parce que c'est trop rapide, il y aura des patchs spécifiques. Et bien sûr, il y a des endroits mixtes. Et pour ça, on a développé un écosystème modulaire que là, je vais laisser Raphaël vous présenter. Oui, donc un écosystème d'urbanisme co-construit d'ailleurs avec les Eudoniens, composé de modules de mobilier urbain conçus pour s'adapter aux besoins locaux. Et donc évidemment co-construit avec sa population. Toujours associer ces modules de mobilier urbain à des services qui seront proposés en fonction des nécessités dans les quartiers. Ces services seront composés avec des acteurs locaux issus du tissu associatif, de la collectivité ou même les commerçants et les entrepreneurs eudoniens. Et on y adjoint une économie solidaire qui vient structurer le système en apportant dynamisme et organisation à notre écosystème. Voici à quoi ça pourrait ressembler. Ça, ce sont donc nos modules de mobilier urbain. Le premier, c'est le déconnecteur qui a pour fonction de ralentir les rythmes, d'être une chambre de décompression. Il sera composé d'outils favorisant la détente et le bien-être, de services de sophrologie, de pleine conscience, de détente physique comme le stretching pour être et ces services pourraient être proposés de manière digitale.
Le second, ça serait le déconnecteur. Sa fonction est de favoriser la connexion et la reconnexion des gens. Il sera l'espace idéal pour échanger autour de repas, pour jouer et pour se détendre. Le hub, c'est un lieu caméléon. C'est une forme de conciergerie de quartier ou une conciergerie populaire. Un comptoir où on peut bénéficier des prestations de services, donc de nos services proposés par les associations ou par les commerçants ou autres acteurs de Saint-Ouen qui viendraient sur ce lieu. Le dernier, qui n'est pas dessiné, serait le défouloir, qui, comme son nom l'indique, est un lieu pour évacuer le trop-plein d'énergie pour ceux qui en ont besoin. Donc on parlait de co-construction, comme ce sont des modules et qu'on peut donc les composer un peu selon les besoins des locales, ils peuvent prendre plusieurs formes. Et voici une proposition de composition. Un mobilier urbain et qui est associé à des services ne peuvent pas vivre seuls. Et pour pallier à cette problématique, nous avons décidé de créer une économie solidaire qui viendrait dynamiser, structurer et animer le lieu et les services. En se basant sur les compétences disponibles et sur la diversité présente à Saint-Ouen, nous avons décidé de créer un service de restauration sociale et solidaire. Il vous reste 1 minute de présentation. Très bien. Nous avons décidé de créer un service de restauration sociale et solidaire. Ce modèle déjà présent à Saint-Ouen sous forme associative permet de renforcer le retour à l'emploi désirable et à la formation. Et il aura donc la vocation, de par cette cuisine centrale, de préparer des repas qui seront ensuite livrés sur les patchs locaux. Grâce aux revenus générés par cette économie, nous emploierons ce que nous appelons des patchman, qui en plus de la livraison des repas sur site, auront pour mission de veiller à l'animation des patchs et à la bonne utilisation des lieux, donc qui permettrait le bon fonctionnement du tout. Voici un exemple on va devoir s'arrêter là, sauf si vous pouvez conclure voilà, très ouais, rapidement. C'est très rapidement là, c'est juste un exemple de ce que ça pourrait prendre comme forme dans un quartier. Et avec ambition, nous pourrions prendre place sur la place de la mairie, qui serait notre cuisine centrale, notre centre névralgique, et un lieu qui regrouperait tous nos services. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation à plusieurs voix de Design Act. J'invite les participants qui ont des questions à les poser dans l'onglet questions ou à discuter dans le chat. Donc merci à vous. Donc je vais appeler maintenant Alexandre Guilly, qui est donc le fondateur des Alchimistes, qui est une start-up spécialisée dans la valorisation des biodéchets, implantée à Stains et à l'île Saint-Denis, qui va nous présenter son projet sur le territoire. Alexandre, c'est à vous. Bonjour. Donc vous avez 20 minutes. Alexandre Guilluy, cofondateur et président des Alchimistes. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'on fait, nous. On produit du compost à base de déchets alimentaires. Donc, le produit dont on parle, ça ressemble à ça. Imaginez être dans une forêt d'automne et d'avoir, après quelques semaines, non plus des têtes de poisson et des jarrets de porc, mais de l'humus et une bonne odeur de forêt à l'automne. Donc ça, c'est notre métier. On s'appelle les alchimistes. Je reviens sur la slide, sur la présentation. Je vais vous présenter ce qu'on fait et on va faire 3 petits stops en Seine-Saint-Denis. Un premier stop à l'île Saint-Denis, un deuxième à Stains et un troisième à Pantin, dont j'avais pas forcément prévu de parler. Donc notre projet, c'est de collecter et transformer en compost les déchets alimentaires des professionnels comme des ménages. On va faire moins de 10 km parce qu'on crée un maillage de sites micro-industriels de transformation des déchets alimentaires en compost. Et le compost, comme je vous le montrais, c'est un amendement organique normé NFU 44 051 nécessaire
au passage à une agriculture biologique et relocalisée autour des grands centres urbains. Donc notre compost va servir notamment à la végétalisation de la ville autour des grands centres urbains et notamment en Seine-Saint-Denis où il y a énormément de projets d'agriculture urbaine. Donc l'impact écologique de notre action, c'est faire moins de kilomètres aux déchets, premier point, et refertiliser les sols, notamment les sols des villes. On sait, alors c'est particulièrement vrai en Seine-Saint-Denis, que les sols ont été très artificialisés, très pollués, et que pour remettre un peu de vie à ces sols, il faut absolument remettre de l'amendement organique et refertiliser ces sols. L'impact social du projet est de deux natures. Première nature, c'est la capacité à intégrer, donner du travail à des gens qui sont en fin de parcours d'insertion ou issus des quartiers politiques de la ville. Et aussi, et peut-être surtout, de revaloriser le métier, les métiers issus, qui sont dans le secteur de la valorisation des déchets. On est sur des sites micro-industriels et donc on offre beaucoup plus de polyvalence aux métiers qu'on propose et de participation à la mission. En gros, c'est des métiers qui sont beaucoup moins spécialisés, beaucoup moins taylorisés que ce qu'on peut trouver habituellement et qui leur donnent une plus grande responsabilité dans la réussite du projet. Alors, premier stop, on est à l'île Saint-Denis, ici. Donc, juste pour vous représenter peut-être un petit peu plus largement où on est entre deux bras de Seine, entre deux ponts, sur 3,4 hectares, anciennement friche utilisée par une entreprise de travaux publics. Quand on a trouvé ce site, qui aujourd'hui appartient au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, on a trouvé une espèce de grande piste d'aéroport, un sol qui était vraiment malmené par des dépôts d'enrobés, de bitume, de pavés, d'éléments de travaux publics. Et l'idée, notamment avec Alage, qui est une association d'insertion professionnelle basée sur l'île Saint-Denis et qui officie un peu partout en Seine-Saint-Denis, c'était de redonner vie au sol de ces 3,4 hectares, tout en créant des emplois pour des personnes qui sont particulièrement vulnérables du territoire. Donc nous, sur ces 3,4 hectares, il faut se figurer que maintenant on a une ferme horticole, donc la plus grande ferme horticole d'Île-de-France. Alors c'est pas très difficile parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais n'empêche. Donc il y a une grande serre de 2000 m² et l'objectif pour l'année prochaine, c'est d'avoir 100 000 fleurs coupées sur ce territoire. Ces fleurs poussent notamment grâce au compost qu'on produit. Donc ça, c'est les photos que vous voyez à l'écran. On a un site qui est sur cette grande friche. Nous, on utilise à peu près 900 m² et on va accueillir les bacs. Donc sur la photo du haut, on voit des bacs poubelles là sur la droite avec un module de pré-traitement qui va permettre de trier, de surtrier les déchets, de les broyer, de les envoyer dans ce grand bol vert qu'on voit là trioler. On va mélanger là les déchets alimentaires avec des déchets de palettes broyées qui va équilibrer le rapport carbone-azote qui est nécessaire pour le compostage. Ça va monter en température, on va hygiéniser et ça va rentrer dans le composteur électromécanique qu'on voit, qui est la grande boîte noire sur laquelle il est écrit les alchimistes. Et là-dedans, en 8 à 10 jours, on va transformer des déchets alimentaires en compost, c'est-à-dire en amendement organique. Et les baies de maturation qu'on voit en bas, c'est pour continuer finaliser le travail et avoir un compost bien mûr qu'on va pouvoir revendre aux professionnels, donc collectivités locales, paysagistes, agriculteurs urbains, maraîchers, ou en B2C aux particuliers à travers un réseau de points de vente, d'une centaine de points de vente, notamment à travers des Franprix, des Carrefour, des Biocoop, etc., qui vendent notre produit, le compost. Donc voilà, ça c'est pour l'île Saint-Denis. C'était la petite visite sur notre île. Donc c'est un lieu particulièrement magique et où nous on trouve tout notre sens à collecter les déchets alimentaires du territoire, à les transformer en compost, et ce compost permet de faire grandir des fleurs. Les fleurs sont vendues en local évidemment. Et feront, on l'espère, les bouquets des Jeux Olympiques d'ici quelques années. Donc ça, c'est pour l'île Saint-Denis. Donc ce que je vous ai montré à l'île Saint-Denis existe maintenant à Stein, à Chilly-Mazarin dans le sud, mais comme c'est dans le 91, ça va pas être le sujet de la journée. Je vais pas vous emmener à Chilly-Mazarin.
On a un petit site de regroupement dans le Paris 18e et on a un site spécifique à Pantin. Et là, je vais faire un petit stop à Pantin, parce que là, on est encore dans le 93. À Pantin, c'est un site particulier de recherche et développement. Ça s'appelle René, sur une friche de 2000 m² à 300 mètres de la ville, enfin de l'hôtel de ville de Pantin, et accolé au tramway qui fait le tour. Donc, on est vraiment entre Paris et Pantin. Et là, nous, le projet est un peu spécifique dans le sens où on fait la collecte et le compostage des couches culottes usagées. Donc, c'est un endroit où les couches culottes usagées, c'est 3,5 milliards de couches de bébés qui sont jetées par an. On a travaillé avec les fabricants de couches. Aujourd'hui, on a des prototypes qui sont 100% compostables. On les distribue à un certain nombre de crèches, notamment à Paris et à Pantin. Les crèches, notamment là, à partir de bientôt, je crois la semaine prochaine ou le mois prochain, les crèches du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. On va les distribuer, on va les collecter une fois qu'elles sont usagées et on les composte, on les transforme en compost parce que c'est énormément d'azote, phosphore, potassium, cellulose, donc du carbone, et donc on arrive à faire un très bon compost à base de couches culottes. Ça, c'était pour mon petit passage à Pantin. Là, je vais aller assez vite, mais on a démarré à l'île Saint-Denis, au sein du phare. On a continué, comme je vous le disais, sur d'autres sites en Île-de-France et ça essaime un peu partout en France. Donc à Lille, en Île-de-France, à Nantes, Lyon, Toulouse, Marseille, Toulon et La Réunion. Donc on a des structures, les alchimistes sur ces territoires-là. On est assez fiers de dire que la Seine-Saint-Denis rayonne maintenant partout en France, y compris dans un territoire des DOM-TOM. Ça, c'est pour les moyens, pour avoir les moyens de nos ambitions et donc faire x10 d'ici 24 mois en termes de sites de traitement. On a fait une levée de fonds en fin d'année dernière, 2,4 millions auprès de fonds à impact social, donc France Active, Fitrust, Investirait Plus pour ceux qui le connaissent. Et on a aussi le SICTOM, Syndicat de traitement des déchets du Grand Paris, et l'ADEME qui nous soutiennent beaucoup dans le financement de nos activités. Le projet de Stein, donc on a fait un petit stop à l'île Saint-Denis, on a fait un petit stop à Pantin. Je vous propose de faire un petit stop à Stein. À Stein, on a démarré il y a 2 mois en partenariat avec la ville de Stein, Pleine Commune, le SICTOM, Syndicat de traitement des déchets du Grand Paris, et l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Un projet assez complet où là, on se propose de sensibiliser les habitants du Clos Saint-Lazare à Stein, de collecter leurs déchets alimentaires et de transformer ces déchets alimentaires sur un site de production qui est à 300 mètres du quartier. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est d'être en circuit extrêmement court, avec un enjeu extrêmement fort de sensibilisation des habitants au geste de tri, parce qu'on est sur un quartier où l'habitude de tri est assez faible, et on est plutôt content des premiers retours. Donc les 2 particularités de ce projet, la première, c'est que le site de traitement est vraiment à 300 mètres, donc on est vraiment dans une boucle très courte. La deuxième particularité, c'est qu'on fait la collecte de ces déchets alimentaires en cheval et remorque, donc en moyen hippomobile, comme on le voit sur la photo. Donc là, c'est une petite carte du quartier, le Clos Saint-Lazare, qui fait à peu près 10 000 habitants. Et donc, on va faire la collecte 3 fois par semaine. Donc, demain matin, on va collecter 350 foyers en attendant de faire les 2200 foyers de ce quartier, le Clos Saint-Lazare. Et notre site de traitement qu'on voit en photo d'archi, mais qu'on pourrait remplacer par une photo réelle, parce que on est assez fiers de ce qui a été fait, qui est juste à côté. Donc on est vraiment sur une logique on collecte les déchets qui représentent plutôt un problème à cheval, on les dépose sur notre site de traitement juste à côté, à 300 mètres, on le transforme en compost. Le compost est plutôt une solution de valorisation et de végétalisation de la ville, qui va être majoritairement réutilisée sur les fermes urbaines et les jardins familiaux qui sont extrêmement présents à Stein. La particularité de Stein, juste pour info, et c'est intéressant de le noter, c'est que on est sous le cône du bruit du Bourget, et donc c'est une ville qui finalement a été encore relativement peu construite à cause de ça, et donc il y a encore beaucoup d'espace disponible pour développer une agriculture urbaine, et donc il y a beaucoup de projets qui naissent. Donc
À côté de notre site, il y a une ferme urbaine qui va avoir lieu. De l'autre côté, à Saint-Denis, il y a une ferme urbaine qui s'appelle la ferme urbaine de Saint-Denis, où on a zone sensible, et la ferme de Galie, là où on fait dormir notre cheval. Et juste au-dessus, au nord, on a Nova Elia, qui est une autre ferme, la ferme des possibles, qui est pilotée par Nova Elia, et qui, elle également, est à 400 mètres de notre site de production. Donc, il y a un contexte général qui est extrêmement intéressant autour de ce projet. On est très fiers de ce projet, comme des autres, mais c'est vrai qu'il est assez original et pour le moment plutôt réussi. On fait la collecte par phase. Là, c'est un petit peu technique, donc je vais aller assez vite, mais c'est juste pour vous montrer une petite carte du Clos Saint-Lazare. Donc, c'est des grands ensembles, c'est des grands ensembles. Hein, c'est 10 000 personnes qui sont logées par Seine-Saint-Denis Habitat, le bailleur social du département de la Seine-Saint-Denis. Il y a eu un énorme travail avec les structures locales, associatives, institutionnelles. Donc, on travaille avec la Maison du Temps Libre, avec la Maison des Projets du Clos Saint-Lazare, avec Apsis, la Régie de quartier, et puis beaucoup d'autres associations locales pour sensibiliser à ce sujet des déchets alimentaires. Je l'ai pas dit au départ, mais il y a une loi de transition énergétique et croissance verte qui oblige les collectivités locales à trier et valoriser leurs déchets alimentaires avant le 31 décembre 2023, donc d'ici 3 ans. C'est dans ce cadre-là qu'on lance le projet. Quelques éléments alors, ce sont des projets qui ont des relais médiatiques assez forts. Là, on le voit sur le journal local, mais on a eu pas mal de visibilité médiatique dans des quotidiens, dans des radios et dans des télés nationales. Ce que je disais sur l'implication des associations locales, des mamans, des enfants, des papas sur le quartier est extrêmement forte. Et donc, on a fait un certain nombre d'événements avec 150, 200 personnes, le maire de Stein, etc. Et il y a une grande appropriation du projet sur le quartier. Là, c'est pour vous montrer un petit peu les volumes collectés. Donc, on collecte 15 à 18% du gisement captable. C'est forcément quelque chose d'assez technique, donc c'est difficile de vous rendre compte, mais on est sur des taux de captation des déchets alimentaires qui sont particulièrement hauts, et on note la qualité de tri de chacun des bacs, et on est sur une qualité de tri qui est plutôt bonne, voire très bonne, et donc ça nous fait plutôt plaisir d'arriver à ces taux de captation et à ces qualités de tri sur un quartier où le tri des déchets emballés était relativement faible jusqu'à maintenant. Je vais vous parler d'un autre projet qu'on a, qui est en cours, notamment, qui est implanté un peu partout en France, mais notamment à Saint-Ouen, à côté du Mob Hotel, pour ceux qui connaissent. C'est le principe des bornes d'apport volontaire. On a lancé ça à la faveur du Covid, quand les déchets alimentaires sont sortis des poubelles des professionnels, donc la restauration commerciale, la restauration collective, et qu'on a commencé à cuisiner chez nous, donc on s'est retrouvé avec beaucoup de déchets alimentaires dans nos poubelles. Et là, on a lancé le principe de la borne d'apport volontaire. C'est la photo du milieu. C'est très simple. C'est la possibilité d'adhérer sur un site internet, sur notre site internet, et d'avoir accès à une borne d'apport volontaire. Et vous pouvez amener vos déchets dans cette borne. Et nous, on collecte 3 à 5 fois par semaine ces déchets alimentaires, et on les transforme en compost sur nos sites en grande proximité. Donc là encore, on a pas mal travaillé. Donc là, je parlais du Mob Hotel à Saint-Ouen. C'est pas les photos qu'on voit là, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que cet hôtel avait envie de reconnecter avec les riverains de Saint-Ouen et de ne pas être hors sol. Et donc, cette borne d'apport volontaire permet aux riverains, tous ceux qui sont à moins de 200 mètres de l'hôtel, de participer et de déposer leurs déchets en grande proximité. On a aujourd'hui sur la France, parce qu'on a lancé ce projet-là sur Lille, Paris, Lyon, Marseille, 800 adhérents. On collecte 8 tonnes depuis le départ. C'est 25 à 35% du gisement captable. Donc là encore, on a des retours qui sont extrêmement satisfaisants, et sur les volumes et sur la qualité.
On a un CRM digitalisé qui fait que le parcours client entre la volonté de trier ses déchets et le fait de pouvoir effectivement déposer ses déchets à moins de 200 mètres de chez soi est particulièrement rapide et facile. Et puis, quand on fait on a lancé un petit questionnaire satisfaction là au bout de quelques semaines d'utilisation, on a eu des taux de retour qui étaient extrêmement bons. Et là, ça se matérialise avec la dernière question qui était est-ce que vous recommanderiez le service à un ami ou un voisin? Et sur 155 réponses, on n'a eu que des oui. Donc, ça nous permet de penser qu'il y a une appétence et une impatience de la part des citoyens à aller beaucoup plus vite sur le tri des déchets. Et puis ensuite, on a une logique d'ambassadeur par borne. Donc, sur la borne de Saint-Ouen, on a un ou des ambassadeurs, ambassadrices qui accompagnent la communauté qui se forme autour de la borne. Voilà, il y a un peu de, enfin voilà, et comme je le disais, il y a du retour médiatique qui est assez fort, notamment sur le cheval, sur les bandes d'apport volontaire, sur la question des couches culottes usagées. À chaque fois qu'on parle des couches culottes usagées, on a beaucoup de médias qui s'emparent du sujet parce que ça intéresse pas mal de monde. Et j'en ai terminé avec la présentation. Alors, j'ai pas du tout calculé ce qui me... Il vous reste quelques minutes, donc c'est parfait parce que vous aviez des questions qui sont arrivées pour vous. Alors, peut-être en prendre une ou deux. Je vais toutes vous les lire. Et puis après, si vous voulez y répondre dans le chat, ce sera aussi... je les ai sous les yeux. Là, ça a l'air magique. Il y en a deux sur deux onglets, en fait. Il y en a sur le chat et puis sur les questions. Il y en a une sur la part des femmes sur les salaires en fin d'insertion professionnelle, le coût de la prestation pour une commune. Et puis, il y a des questions sur la façon dont vous faites le compost. Est-ce qu'il y a une innovation technologique? Et enfin, y avait-il des problèmes de pollution des sols préalables sur ce site? Alors, je pense que c'était le premier site présenté. Oui, alors j'ai les deux questions. En tout cas, enfin, moi, j'ai pris les questions. Je reprendrai sur le chat après. Oui. Ça a l'air magique. Il y a une innovation technologique, mais qui est pas extrêmement forte. On n'est pas sur de l'innovation technologique, on est vraiment sur de l'innovation d'usage. Mais il est vrai qu'on utilise des composteurs électromécaniques ou de l'aération forcée qui permettent d'amener de l'oxygène aux bactéries qui se chargent de transformer les déchets alimentaires en compost et que ça accélère assez fortement le processus. Donc, par rapport à votre compost de jardin qui va se faire en 1 an ou 18 mois, on sort du compost en plutôt 6 à 8 semaines. Ensuite, est-ce qu'il y avait des problèmes de pollution des sols préalables sur ce site? Sur quasiment tous les sites en Seine-Saint-Denis, dès qu'on gratte, il y a de la pollution. Donc, comme ça, c'est assez clair. À l'île Saint-Denis, il y avait pas mal de pollution au benzène. Et il y a de la pollution à Pantin, un peu d'hydrocarbures. Sur Stein, il n'y avait pas trop de pollution. En tout cas pas sur notre site. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'études en Amérique du Nord qui montrent et qui prouvent que l'apport de compost peut gérer la question de la pollution des sols parce qu'on recrée une activité bactérienne forte et que les bactéries sont en capacité de gérer pas mal de polluants, pas tous, mais beaucoup de polluants. Merci beaucoup, Alexandre. Le temps est écoulé, donc je vous invite à répondre sur le chat si vous le pouvez sur les questions qui étaient arrivées pour vous. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Très intéressante. Merci à vous. Donc utilisez bien le chat et les questions. Très bien. Je vais appeler maintenant Minman Nguyen pour la présentation de l'espace Restore, donc un lieu d'expérimentation sur le réemploi des matériaux. Minman, c'est à vous. Je mets le timer pour vos 20 minutes. Allez-y. Et je vais mettre aussi mon timer. Merci Johanna, merci l'équipe de Cap Digital de me permettre de me donner l'opportunité en fait de présenter un peu une démarche et qui se traduit effectivement par Restore. Alors normalement je peux. Oui, vous pouvez passer. Ah, c'est bon, c'est parfait. Donc, je voulais me présenter brièvement. J'ai monté, je suis ingénieur architecte, j'ai monté mon agence il y a 10 ans qui s'appelle WAO. Et à travers en fait cette agence, en fait, on a complété avec mon associé plusieurs fois l'agence pour nous permettre en fait de faire nos pratiques. Donc, dans un premier temps. En haut à gauche, justement, sur la partie fabrication numérique avec le Fab Lab Roma.
notamment il y a 7 ans, qui est basé dans le 19e. Ensuite, sur les questions de stratégie urbaine en bas à gauche, justement, avec notamment l'association Fab City Grand Paris, que j'ai aussi cofondée et présidée pendant les 3 dernières années. Et après, ça nous a emmené vers des questions en fait d'économie circulaire en haut à droite sur justement dans l'architecture, sur mobilier, installation et la fondation du collectif Restore il y a 2 ans. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire qu'en fait tout ça est lié en fait dans une sorte dans une démarche en fait et dans un environnement qui est associé à l'architecture, à la construction et au bâtiment. Et j'enseigne dans l'école d'architecture de Paris-Malaquais en tant que maître de conférence. Donc voilà, donc l'agence, voilà, rapidement, on fait c'est une agence qui, là, on travaille sur, c'est une maison individuelle en bois, en isolation biosourcée, etc., etc. Donc une démarche toujours justement niveau vertueuse. Et on fait aussi, on rénove des quartiers. On a une pratique assez classique aussi au niveau de l'architecture. Mais ce qui nous a vraiment justement marqué, c'était donc il y a 7 ans, je reviens sur la création en fait du Fab Lab Uoma. C'était on avait eu 200 mètres carrés et on passait donc d'un appartement de 37 mètres carrés à 200 mètres carrés et on se posait la question de comment en fait créer du lien entre le faire et la conception. Et on a installé en fait un atelier de fabrication avec un coworking, donc Uoma Working Making, dans le 19e. Et on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est fabrication numérique, accession justement à ce savoir, partage et tout le réseau des Fab Labs, etc., etc. Et ça nous a en fait emmené à faire de l'expérimentation, notamment sur ce petit projet qui s'appelle la Wiki House. Mais ce qui est important en fait dans cette chose-là, c'était en fait que ça nous a généré pas mal de chutes et ça nous a fait poser en fait des questions sur justement en tant que concepteur et en tant que makers, on génère en tout cas dans ces 200 mètres carrés à peu près 20 tonnes de déchets bois par an. Ce qui n'est pas grand-chose si on compare une menuiserie, mais le fait en fait de le sortir manuellement parce qu'on est dans une rue avec au-dessus du résidentiel, enfin on est en plein quartier résidentiel, ça fait poser la question en fait justement de comment on gère nos déchets et qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et donc on est rentré dans cette réflexion-là et on s'est aperçu qu'effectivement il y a en France, alors c'est des chiffres assez vieux de l'ADEME de 2012 ou 2014, il me semble, c'était il y a 7,2 millions de tonnes de déchets par an, dont 2 millions qui viennent de la construction. Et comment on peut vraiment, c'est énorme en fait, quand on dit 7,2 millions de tonnes, ça fait beaucoup de kilos par habitant. Donc voilà. Et comment donc on se pose la question de rendre la chose plus circulaire. Donc avec un promoteur immobilier qui s'appelle Quartus et un architecte, là c'était Emmanuel Comborel, on avait fait une proposition dans un appel à projet qui s'appelle Inventons la métropole du Grand Paris. Et dans cette proposition, excusez-moi, 2 secondes. Les aléas du direct. N'hésitez pas en tout cas à poser à nouveau vos questions dans l'onglet questions. Et le chat, c'est plutôt pour des remarques. Et moi, c'est le plaisir du direct. Je suis désolé, c'était imprévu. Et donc, je reprends rapidement. Voilà, c'était un projet urbain, et on nous posait la question comment en fait le rendre, s'en servir pour justement un projet pour la ville. Donc, on est venu avec cette réflexion de proposer ce qu'on appelle une usine du réemploi avec sur les 50 000 m², 5 000 m² justement sur la capacité de faire de la production, de la conception, de l'assemblage et gérer justement les gisements et aussi ce qui va se passer après, l'animation, les showrooms, de faire du shop, du Repair Café, etc., etc. C'était une vision assez globale, 5 000 m², on avait aussi un budget pour pouvoir le faire, etc., etc.
Et en fait, on n'a pas été lauréat, sinon ça aurait été effectivement une autre histoire. Mais on s'est dit, une fois qu'on a perdu, avec le promoteur, donc Quartus, comment on pouvait continuer et prolonger en fait cette réflexion qui tenait en fait à cœur en fait à ce promoteur immobilier. Et on s'est dit, la partie la plus simple qu'on puisse en fait effectivement commencer, c'est effectivement la question du stockage et comment on pouvait prototyper à partir de ce stockage. Et c'est comme ça en fait que est venue en fait l'idée de Restore. Donc Quartus en fait nous a proposé de réfléchir. Donc ensemble, on a monté cette réflexion avec Ruse, un bureau d'études sur le réemploi, et Remake, des artisans justement sur la question du réemploi. Comment, je ne sais pas qui a touché à la flèche, voilà. Donc comment en fait on pouvait réfléchir à la fois sur la question du stockage qu'on voit à gauche et à droite en fait associer ça avec une vision de conception. Donc là, le site en fait de Quartus, c'est 21 000 m² à l'orfèvrerie, qui sont les anciennes usines Christophe. Donc vous voyez, c'est à côté du stade de Saint-Denis. C'est effectivement pour ça que on est d'ailleurs là présent aujourd'hui, pour justement vous faire visiter virtuellement ce site et cette démarche malgré le fait du confinement, etc. Et ce site-là, en fait, donc l'idée c'est effectivement comment faire rentrer en fait les déchets ou en fait ce qui est considéré comme du déchet pour en faire des produits, des solutions, des outils, etc. Et c'est là où en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'associer justement diverses en fait approches et expertises. Donc je vous ai parlé de Ruse et de Remake, mais il y avait aussi par exemple, le studio Pourquoi pas, qui est un studio de design. Il y a Félix Baratin qui est un ébéniste, il y a SS Minimum qui travaille sur des recyclage plastique. Et il y en a plein d'autres qui nous ont rejoints entre-temps. Et aussi, comme partenaire, on a deux promoteurs qui sont Quartus, REI Habitat, et un industriel qui est Suez. Donc, c'est une réflexion en fait avec plusieurs acteurs, plusieurs tailles, pas forcément facile d'ailleurs à associer, mais justement avoir une réflexion sur la ville. Et ce que nous on fait, c'était effectivement un peu d'ailleurs c'est une image de Fab Lab que je montre derrière, qui est de cet ADN qu'on a sur les Fab Labs, c'est comment on crée des outils, des données, des process. C'est la vision en fait qu'on voulait mettre dans le collectif, en plus de faire des projets que je vous présente après justement en globaux, c'est de comment on réfléchit aussi à des stratégies ou à des outils qui puissent servir à d'autres personnes. Et ces outils, en fait, l'idée, c'était pas forcément non plus d'être dans un tout technologique, mais aussi d'être dans du low-tech, dans quelque chose de frugal, et aussi être justement prendre appui sur les connaissances et les savoir-faire en fait des artisans et des ébénistes et des menuisiers. Donc, comment on mélange en fait ces choses-là? Et l'idée, donc après qui est arrivée, c'est donc là je reviens sur l'idée de globale du stockage intelligent, c'est comment effectivement donc on récupère les déchets, on les stocke, on les identifie, les caractérise, ensuite comment on les trie et les indexe, ensuite comment on les remet effectivement accessibles depuis une base de données, une marketplace, mais entre-temps aussi comment on les transforme éventuellement pour pouvoir permettre une réutilisation plus rapide. Alors quand je dis ça, donc un des projets sur lequel qu'on développe en R&D, elle s'appelle la dimensionneuse. L'idée, c'est justement d'un élément en fait open source, d'un appareil open source un peu qui scanne et qui évalue et qui justement trie et qui indexe. Et ensuite, cette base de données peut servir justement aux designers, aux architectes, aux event planners, à scénographes, excusez-moi, pour pouvoir justement travailler avec ces objets-là. L'un des freins, effectivement, l'un des freins, en fait, c'est effectivement ça. C'est comment on connaît, en fait, ce qu'on a dans notre stockage, justement. Et parce qu'on génère plein de chutes, et parce qu'en fait, justement, les gisements sont tous hétérogènes au niveau
justement de la captation en fait de déchets, on a besoin en fait d'un outil qui nous permet en fait de consolider ça. Et l'idée, effectivement, c'est que, alors, il existe des scanners en fait de ce type-là pour Amazon, etc., mais à des prix exorbitants. L'idée, c'est d'en faire un objet qui soit à coût réduit. Donc, l'objectif, c'est d'être à moins de 500 euros. Et après, derrière, en fait, de pouvoir en fait le partager, par exemple, notamment avec la Réserve des Arts qui est intéressée, qui est un de nos partenaires sur cette question-là. Ah oui, alors là, ça marche pas parce que c'était un GIF à la base. Ça montrait en fait une animation qui montrait comment on déconstruisait, comment on créait du stock, une base de données, etc. Bon, c'est pas grave, c'est un PDF. Je vais aller plus vite. Voilà, donc là, je voulais montrer notre V0, notre premier justement dimensionneuse qu'on avait fait. Donc, dans les locaux, là, derrière, on voit justement l'atelier et qui permettait donc de scanner des éléments. Et les premiers résultats, c'était une caméra justement qui scanne en fait, qui reconnaît en fait les bords sur un damier. Donc donc ça fonctionne sur des petits objets. Alors, en fait, on a des gros objets. Donc là, on est passé sur une autre étape qui est de travailler sur une V1 avec une entreprise qui s'appelle IT-Link. Et grâce à un financement qu'on a obtenu de la BPI là sur le PIAFAB, cofinancement avec la ville de Paris. Et ensuite, justement, sur la question donc, du smart storage, donc l'idée de comment en fait on identifie tous les éléments qui rentrent aussi et qu'on les met sur une base de données. Donc, tous nos éléments donc, dans notre stockage, donc là, je poursuis la visite où je vous montre notre stockage. On a tous ces éléments-là qui sont dans une base de données et qui sont étiquetés avec un QR code, etc. L'idée étant effectivement de pouvoir reconnaître, de pouvoir récupérer rapidement en fait les différents éléments, etc. Donc, c'est à l'étape encore un peu, vous voyez, c'est un Google Sheet, donc c'est plutôt quelque chose qui est encore en devenir. Mais et après, justement, je vous parlerai de comment en fait on va développer ça à travers des financements. Mais je voulais aussi revenir aussi sur certaines démarches en fait liées à justement ce stockage, c'est-à-dire qu'on récupère des choses. Là, c'est un projet qu'on a mené avec Ruse, c'était des dalles de faux plafond. Donc, en fait, c'est des dalles ceux qui sont habitués, font 60 par 60. C'est la trame habituelle, en fait, des dalles de faux plafond qu'on retrouve. Donc, celles-ci, elles étaient un peu particulières parce qu'elles sont de plus haute qualité, parce qu'elles étaient en MDF avec un plaquage bois des deux côtés. Et comment, en fait, on processe ça de telle façon à obtenir, en fait, des tabourets. Donc, c'est un nom que les Russes ont trouvé, c'est les Dalourés. C'est un projet justement donc où on a défini différents designs qui se basent sur cette trame de 60 pour créer des tabourets. Donc là, on a une série de 4 qui nous ont servi en fait pour répondre à un appel d'offres derrière EVP sur un projet où il fallait livrer 80 tabourets. Et c'est aussi ça qui permet en fait de développer, c'est-à-dire trouver des projets justement où on peut développer ce genre de méthodologie. Là, pour revenir aussi, la question de la transformation, je vous disais justement sur la transformation de planches avec, là, c'était effectivement une poutre en chaîne de la caserne de Reuilly qui a été transformée par Félix Baratin, notre ébéniste, en planche. Et comment, en fait, on peut réfléchir à donc de l'utilisation d'assemblage pour notamment transformer, au lieu d'avoir en fait des cloisons de bureaux classiques, d'avoir des cloisons en bois réemployées. Donc, c'est ce genre de processus aussi qu'on met en place et qu'on travaille avec nos partenaires, donc de promotion immobilière et d'autres, sur comment mettre en place effectivement un projet, une demande, des financements et développer aussi ces choses-là. Donc voilà, donc un projet donc de l'agence sur justement la question du réemploi, donc à partir de portes de caves, comment effectivement on en crée un bardage, le prototype. Et je voulais présenter aussi un projet qui a été très formateur pour notre collectif, qui était l'ombrière des canaux, qui était pendant l'été 2019
pour l'association, donc les canaux au niveau de la rotonde dans le 19e. Donc on nous a demandé de faire une ombrière, et à partir en fait d'un gisement en fait qu'on avait repéré avec Réavi, une association aussi qui travaille sur le réemploi, on avait commencé à faire un premier schéma parce qu'ils nous avaient donné en fait un ensemble en fait de 800 mètres cubes. Ils nous avaient trouvé 800 mètres cubes de bois qui faisait 30 cm de large, 3 cm d'épaisseur et 2,50 m à 3 mètres en fait. Alors pourquoi je raconte ça? C'est tout simplement c'est justement la démarche du design inversé. C'est comment en fait à partir d'un gisement on travaille justement le design. Simplement en fait c'est aussi une mésaventure. C'est-à-dire tout simplement à un mois avant de livrer le projet, Réavi est revenu en disant mais en fait on a fait des analyses, tout le stock est plombé, donc vous ne pouvez pas l'utiliser et nous-mêmes on ne peut pas le déposer. Donc on a dit bah, c'est embêtant. Et c'est pour en fait vraiment aussi illustrer à nouveau cette problématique du gisement. Comment en fait on peut obtenir des gisements qui soient fiables. Alors là-dessus pour le coup c'est pas de chance, hein, ça arrive. Et comment en fait on fait pour justement designer les choses. En sachant que mon fournisseur de bois en fait, mon grossiste aurait pu me fournir en fait le bois qu'il m'aurait fallu pour en un clic sur une commande en 24 heures. Donc c'était pas le but. On a retravaillé un autre avec en fait ce qu'on a trouvé, donc des madriers depuis un échafaudiste à le stock qu'on avait à Restore, en passant par iClab avec Bellastock et la réserve des arts, etc., etc. On a réuni tout le bois qu'on avait et puis on a fait en fait voilà, une ombrière. Encore des caves, des portes de caves aussi qu'on a récupérées 6 jours avant l'ouverture. Donc ça c'est aussi grâce à Réavi. Et donc du décloutage pendant 3 jours. Et en fait, on a utilisé en fait un modèle paramétrique de telle façon à pouvoir intégrer effectivement l'ensemble en fait des différents gisements et des différentes géométries sur la toiture pour en faire justement une architecture de stockage. Comme vous pouvez voir à gauche, elles ont pas été, il y a pas mal de planches qui dépassent, qui n'ont pas été découpées et qui ont pu être après ramenées dans le stock. Donc c'est cette démarche-là, pourquoi elle est importante, c'est que elle montre en fait aussi, d'abord, c'était un projet collectif, c'est tout Restore qui a travaillé dessus, et aussi parce que ça a montré en fait comment on a réfléchi à partir de différents stocks, on l'a emmené sur site et après on l'a démonté et on l'a ramené dans notre stockage. Et donc, il me reste 6 minutes, donc je vais essayer d'être encore plus bref. Il reste 1 minute 30, hein, pardon. 1 minute 30, ah oui, parce qu'en fait, je croyais que j'avais 20 minutes. Mais sinon, en 1 minute 30, je vais arriver à aller très rapidement. Je vais vous parler effectivement d'une démarche aussi plus globale qui est celle de FabCity, qui est de comment on réfléchit justement comment on passe d'un paradigme en fait linéaire à circulaire et comment on connecte en fait les villes sur différentes stratégies urbaines. Donc je vais parler du projet Reflow dans lequel que je co-dirige avec Sarah Goldberg, qui est un projet européen H2020 où il y a 29 partenaires pour 6 villes pilotes et 9 pays. Je vais aller très vite, voilà tous les partenaires. Ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place ces outils dont on parlait. On se travaille sur le bois et l'événementiel et les architectures temporaires. Donc, et là, en fait, c'est le scénario global, c'est plutôt la stratégie globale qui est comment, en fait, d'un événement N, on regarde l'événement N+1 avec une analyse et des étapes où on scanne, on trace, on automatise des solutions et on travaille des entreprises qui travaillent sur la conception, voilà, analyse, et voilà, donc j'en finis. Et en fait, pourquoi je parle de cette chose-là, c'est parce que en fait, à travers Reflow, le projet Restore est associé et donc bénéficie effectivement de financement, mais aussi d'un appui technique qui est au niveau européen. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, mettre en place comme outil que j'ai décrit plus tôt, on va essayer justement de le diffuser dans les 6 autres villes, et les 6 autres villes vont aussi nous apporter en fait leurs différentes stratégies. C'est cette vision un peu d'échange, donc en fait de différentes échelles, c'est-à-dire comment en fait d'un local au niveau Restore, on passe après à un plus global niveau européen pour générer des financements, mais aussi du support technique, et comment tout cela en fait alimente une démarche sur l'économie circulaire.
Merci beaucoup, Milman, temps respecté, parfait. Je vous invite à voilà, continuer à échanger. Si vous avez des questions aussi pour les participants à la session, n'hésitez pas à les poser. Je vous invite aussi peut-être à mettre l'URL du site du projet européen s'il existe, voilà, pour plus d'informations si les gens sont intéressés. Merci beaucoup en tout cas, très, très intéressant. Je vais accueillir maintenant Emmanuel Chauvin qui est donc directeur de l'incubateur de Startup à Impact Le Comptoir, qui est accompagné de 2 projets qui ont été incubés cette année sur la promotion économie circulaire, donc ils vont venir présenter dans les 20 minutes imparties. Emmanuel, je vous laisse la main, c'est à vous. Tout à fait. Merci beaucoup, Johanna. Et donc, après cette présentation de Restore qui était très graphique et magnifique, d'excellentes réalisations, je vais vous présenter notre incubateur, Le Comptoir. Donc, on est situé à Montreuil et on fait forcément des choses beaucoup moins matérielles puisqu'on propose du service aux entrepreneurs, de l'accompagnement. Donc, ma présentation sera peut-être moins ludique, mais justement, on a prévu d'intégrer dans notre présentation pour donner la parole à 2 des entrepreneurs que nous avons accompagnés sur la promotion économie circulaire qui vient de s'achever. Le Comptoir, donc on est un incubateur du groupe SOS. J'entendais en début d'intervention que sur le dernier Tech for Good Tour, vous aviez rendu visite notamment à Saint-Ouen, à Commune Image. Eh bien, Commune Image, c'est aussi un incubateur du groupe SOS, pas sur les mêmes métiers, puisqu'ils sont sur les métiers de la culture numérique. Et nous-mêmes sommes spécialisés sur les activités d'innovation sociale, d'économie sociale et solidaire, depuis notre création, en ligne avec notre groupe, le groupe SOS. Voilà, et donc le groupe SOS, donc je vais vous présenter un peu rapidement tout ça. Voilà, depuis 2014, donc on existe depuis 7 ans, on a accompagné un peu plus de 130 projets, et jusqu'à récemment, nos promotions qui durent 6 mois, étaient des promotions généralistes sur l'économie sociale et solidaire, et ça faisait un moment quand même que nous identifions des besoins plus spécifiques de la part des entrepreneurs. Est-ce que vous voyez bien les slides? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et donc, des projets, voilà, des besoins plus spécifiques, et nous avons donc entrepris de thématiser nos programmes pour les spécialiser sur des questions un peu plus ciblées. Donc, notamment, l'économie circulaire et la transition écologique, pour nous, sont 2 thématiques qui vont relativement de pair, d'une part, et d'autre part, sur les activités de solidarité. Donc, voilà, nous faisons partie donc, du groupe SOS. Alors, probablement, beaucoup d'entre vous le connaissent, mais très rapidement, le groupe SOS, c'est le premier groupe de par sa taille en France et en Europe de l'économie sociale et solidaire, puisque ça représente un peu plus de, enfin, environ 20 000 collaborateurs salariés sur à peu près 500 établissements, agissant sur toutes les filières de l'ESS, c'est-à-dire voilà, l'emploi, la jeunesse, la santé, les seniors, les solidarités, la culture, la transition écologique. Et nous, incubateurs du groupe SOS à Montreuil, nous en sommes indépendants d'un point de vue de la gouvernance, d'un point de vue des orientations que nous lui donnons. Cependant, nous nous appuyons très fortement dessus pour apporter aux entrepreneurs qui rejoignent nos programmes voilà, un accès à ce groupe, et qui constitue très souvent des opportunités de développement assez uniques, de développement commercial, de développement partenarial. Voilà, donc comme je le disais très rapidement en introduction, nous avons thématisé nos programmes et on nous a appelé des saisons. Donc, saison solidaire pour tout ce qui est les activités de solidarité, inclusion, engagement citoyen, et circulaire qui nous concerne le plus aujourd'hui.
Et donc, le premier programme d'incubation spécialisé en économie circulaire, nous venons à peine de l'achever. Alors, pour pouvoir le réaliser, nous nous sommes associés avec des expertises externes, car nous n'avions pas nous-mêmes une connaissance particulièrement fine des ressorts et des enjeux de l'économie circulaire, et donc notamment avec le cabinet Circulab pour cette promotion, et 3 autres partenaires, l'École Vert, Ferme d'Avenir et Bluebees. Vous en connaissez peut-être certains. On travaille évidemment avec le territoire et avec Est Ensemble, notamment, et la ville de Montreuil, et avec Est Ensemble plus particulièrement sur un programme destiné aux femmes entrepreneurs du territoire de Est Ensemble et qui s'intitule Elles Ensemble, et qui vient de commencer sa 2e édition le 17 novembre pour un programme de 6 mois à nouveau. Voilà, je poursuis. Notre programme d'économie circulaire, on vient de terminer sa première version et il revient à partir du mois de juin au mois de juillet de manière améliorée. Nous travaillons actuellement à réunir de nouveaux partenaires pour enrichir son contenu. Notre métier d'incubateur, je ne vais pas rentrer trop en détail là-dessus, mais il consiste à faire du conseil, de la formation, du coaching, des temps d'inspiration. D'ailleurs, on organise donc des cycles de table ronde à laquelle Alexandre, des alchimistes, nous t'avions convié, et je te remercie encore d'y avoir participé. Donc, des temps d'inspiration, etc. Voilà. Donc, sur cette saison circulaire, petit focus, on a accueilli 8 projets. Là, on voit la photo des entrepreneurs que nous avons accompagnés pendant les 6 derniers mois. Avec, donc, voilà le détail des 8 projets accompagnés. Nous avons pour ambition d'augmenter la jauge du nombre d'entreprises accompagnées sur le prochain programme. Parmi eux, il y a 2 projets à qui je vais donner la parole. Ami Lubo, porté par Jordan-Paul Bon, mais avant à l'Upcyclerie. L'Upcyclerie qui est portée par Sylvie Bétard, à qui je donne donc maintenant la parole. Voilà, il me restait quelques slides, mais je pense que on peut passer à toi, Sylvie. Merci, Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Sylvie Bétard. Je suis la fondatrice de l'Upcyclerie, donc une agence créative en économie circulaire et upcycling. Et étant donné le contexte, je vous propose une petite balade visuelle. Avez-vous remarqué la capacité qu'ont certains artistes à perturber nos systèmes de perception ? La nature qui rentre au musée, c'est de l'ordre du grandiose, et cela réveille en moi, en tout cas, la peur soudaine qu'un jour notre nature soit reléguée au rang d'animal dans un zoo. Avez-vous remarqué à quel point les artistes ont ce pouvoir de faire réagir au cœur de cible, ici aux Émirats Arabes Unis, il y a presque une dizaine d'années, sur les vraies questions à se poser. Au-delà du propos artistique de ces œuvres, celles et ceux qui créent des objets, du mobilier, des matières, auraient-ils les ressources créatives pour innover à ce point ? Avons-nous conscience qu'aujourd'hui, bon nombre de solutions matériaux locales sont inventées et développées par des architectes, des designers, des artistes-chercheurs, parce qu'eux-mêmes sont en contact avec la matière et ses problématiques depuis toujours. Et si moi, en tant que femme, maman, citoyenne, entrepreneuse, je devais faire ma part, quel serait mon rôle ? La production artistique peut répondre à la question du déchet, c'est une conviction. Il suffirait de créer un lieu, des outils, des nouveaux processus pour élargir l'impact positif du réemploi et de l'économie circulaire. De là est né mon premier projet entrepreneurial en 2018, la Réserve des Arts. Merci d'en avoir parlé juste avant.
qui était la première plateforme logistique de récupération de matériaux provenant des entreprises d'Île-de-France à destination des professionnels de la création. Aujourd'hui, c'est une plateforme de 4000 m² implantée à Pantin qui valorise 600 tonnes de déchets par an auprès de 8000 adhérents créateurs. Le Psychlerie que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu la suite de cette histoire pour approfondir les enjeux de déchets au sein même des entreprises. Parce qu'en entreprise, j'ai pu entendre, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de tout ça? Et puis, ça reste du déchet, ça risque d'être sacrément moche. Nous, on a une image de marque à tenir. Quand bien même, question de budget, ça ne passera pas. Oui, il y a un temps pour la transition, puisqu'il faut bousculer les pratiques, accompagner le N+3 réfractaire vers la transition écologique, récupérer de la data qu'on ne soupçonnait même pas. Le Psychlerie répond, trouve des solutions, va faire coïncider les lignes budgétaires du service achat avec celles du traitement des déchets. Rentrons dans l'ère de la circularité et imaginons un peu que des chutes de fabrication en imprimerie deviennent un nouveau calage pour une boîte de crayons. Qu'un décor de défilé de Fashion Week se transforme en scénographie commerciale. Que des affiches publicitaires 4x3 non utilisées pour cause de grève dans le métro se transforment en bloc-notes produits dérivés pour un événement presse. Que pour une municipalité qui souhaite des trophées 100% upcyclés et locaux, on puisse sourcer la matière, des déchets issus du BTP et de la publicité combinée. Imaginons un peu ce qu'on pourrait faire du million de ballons de foot vendus en France chaque année. Et si seulement cette matière transformée servait désormais à fournir les besoins des clubs amateurs. 5 tonnes de déchets de soie annuels, et si on en faisait votre propre papier? Un papier luxueux à l'image de la marque qui serait utilisé par plusieurs départements, de l'usage interne jusqu'à la vente. Des élections municipales, oui, cela représente beaucoup de papier à la sortie de l'isoloir, et si on en faisait du mobilier urbain? Tous ces exemples réalisés ou en cours de réalisation le sont pour le compte de grandes marques de luxe, de collectivités, de start-up engagées, de fédérations. Cela implique de prendre un peu de hauteur pour prendre le problème à bras-le-corps de façon holistique, de viser un système circulaire qui permet de mettre en place une gestion intelligente des ressources. Vous avez des besoins, regardons d'abord ce qui se passe dans vos poubelles, c'est le projet de Le Psychlerie. Les politiques zéro déchet, les lois d'économie circulaire et de responsabilité élargie du producteur qui s'installent petit à petit sont l'opportunité rêvée d'imaginer des nouveaux processus de gestion des déchets et donc des ressources. Finalement, le décideur, c'est le client. Le client est de plus en plus regardant sur les pratiques des marques qu'il consomme et qu'il aimerait bien continuer à consommer si leurs valeurs étaient partagées et actées. Là où cela peut paraître une montagne à gravir pour les directions, la direction des achats, la RSE, la production, vous l'aurez compris, le Psychlerie accompagne les équipes dans ce changement en s'appuyant sur un tissu économique français riche et prêt pour la transition écologique. Merci beaucoup. Merci. Et Jordan Paul, vous pouvez prendre la suite pour présenter. Il reste encore quelques minutes. Parfait. Voilà. Donc pour ma part, ce sera qu'une seule slide. Merci à tous pour l'invitation. Déjà, bonjour. Je m'appelle Jordan Paul, je suis fondateur du Milubo. Donc, comme l'a dit Emmanuel, j'étais incubé au comptoir durant cette année pour la saison circulaire. Donc, Milubo, c'est une entreprise de l'économie circulaire qui est créée il y a tout juste un an. On a fêté l'immatriculation il y a quelques jours de l'entreprise et on est aujourd'hui une entreprise composée de 2 personnes sur cette activité. La solution Milubo, en fait, elle est née de plusieurs constats que j'ai eus. C'est déjà la vente à emporter, mais aussi livrée, et d'autant plus en cette période actuelle où la livraison représente le gros de l'activité de la restauration. Ça génère beaucoup d'emballages jetables et donc de nombreux déchets. Également, deuxième constat, c'est que les nouveaux matériaux dits biodégradables, compostables, qui ont en soi sont des beaux matériaux, mais sont réellement très peu recyclés. Et il faut savoir que la transition vers ces emballages dits plus durables ont un coût supplémentaire pour les commerces ou pour les utilisateurs de l'offre de 9% sur leurs besoins en packaging.
Et enfin, les consommateurs, il faut savoir, vous n'êtes pas sans savoir, qu'ils sont plus sensibles à l'environnement et aujourd'hui sont plus aptes à des démarches circulaires. C'est pourquoi j'ai eu l'idée en fait de Milubo qui propose des contenants consignés et réutilisables jusqu'à 500 fois. On a 2 offres. On travaille sur des gobelets, des contenants également, des bols pour les plats, donc qui nous permettent de couvrir en fait toute la restauration hors domicile, que ce soit des boissons emportées jusqu'à des plats emportés. Et en fait, comment on fonctionne? On travaille directement avec des commerces. Aujourd'hui, on en a 36, principalement en Île-de-France. On les dote d'une consigne et ensuite, ils mettent ces contenants consignés auprès de leurs consommateurs. Également, autre particularité, parce que la consigne, c'est pas quelque chose qui a été inventé hier, ça existe depuis très longtemps, mais c'est qu'en fait, on opère en réseau. Donc là, on a une cartographie sur notre site, c'est-à-dire que les contenants peuvent être pris à un endroit et ensuite redéposés à un autre endroit afin de faciliter en fait le flux de ces contenants et d'avoir une meilleure acceptation de la consigne par les consommateurs. Aussi, également, on propose une solution de nettoyage pour nettoyer ces contenants, donc principalement pour l'instant en Île-de-France, mais en temps de se développer également vers d'autres territoires. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est 37 commerces qui utilisent la solution depuis maintenant 1 an. On est en Île-de-France, on est à Marseille aussi, à Lyon tout récemment depuis la semaine dernière et à Nantes. En ce qui concerne la Seine-Saint-Denis, on est en partenariat avec un commerce à Montreuil. Et breaking news depuis ce matin, on va commencer à travailler avec l'association Initiative Solidaire et l'équipe du chantier d'insertion restauration qui est basée, comme le disait le fondateur de La Chimiste, au Clos Saint-Lazare. Et en fait, on va proposer des contenants consignés et réutilisables pour leur activité de livraison de repas, notamment avec la municipalité de Stains. Les différents projets sur lesquels on travaille, hormis la mise à disposition de contenants et le nettoyage, c'est le développement de l'activité sur le plan national avec des besoins en recrutement et aujourd'hui on est en recherche de fonds notamment pour recruter commerciaux et aussi des personnes d'un point de vue opérationnel. La finalisation de l'application Milubo afin que les consommateurs puissent localiser plus facilement en fait ces différents commerces partenaires et également permettre une consigne numérique afin d'augmenter l'acceptation de la consigne par les consommateurs, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on propose un emballage jetable gratuit ou une consigne qui au final est gratuite parce qu'elle peut être rendue, mais de l'ordre de quelques euros, il peut y avoir un frein. Donc cette consigne numérique va permettre de limiter ce frein lors de l'achat enfin lors de l'achat du repas ou de la boisson. Et enfin, de pouvoir fournir des éléments, que ce soit sur la réduction des déchets, la réduction des coûts, donc que ce soit aux consommateurs, également aux partenaires et plus prochainement également au territoire, parce qu'il faut savoir par exemple donc sur Paris, dans le 19e et dans le 11e, on a un fort regroupement de commerces qui utilisent cette solution. À terme, nous pourrions fournir des données aux collectivités. Et également la mise en place de collecteurs automatiques. Donc ça, c'est pour adresser des nouvelles zones qu'on appelle des zones de fort flux en fait, qui sont notamment les gares, qui peuvent être également les stations-service sur les aires d'autoroute, etc., afin de pouvoir en fait étendre ce réseau au niveau national. Et enfin là, comme vous le voyez, vous avez 2 contenants, dont un de notre bol et également un de notre gobelet. À terme, on aimerait pouvoir personnaliser davantage nos contenants, donc sans forcément partir dans des créations très artistiques, mais pouvoir proposer un peu de couleur, un peu de joie et des marquages qui nous correspondent. Voilà pour la présentation Milubo, et merci à vous. Merci beaucoup, merci pour la présentation du comptoir et puis des 2 projets incubés dans la promotion économie circulaire. Je vous propose que l'on passe à la table ronde, qui est notre dernière étape voilà, avant la clôture. Si vous avez des questions pour voilà, les intervenants, n'hésitez pas à nouveau à les poser sur le chat et puis dans l'onglet questions.